Le temps est linéaire. Le temps est circulaire. Le temps n'existe pas. Le temps s'écoule. Le temps se répète. Le temps se dissout. L'enfant croit au temps. L'initié croit à l'éternité. Le sage sait qu'il ne sait pas et il se tait. Le temps n'est un sujet que pour celui qui est sujet. Le temps n'est une prison que pour celui qui s'y enferme. Le temps n'est qu'une répétition pour celui qui tourne en rond. Le temps n'est une distance que pour celui qui s'y avance. Le temps, bien souvent n'est qu'un écran où se projettent les croyances et les visions d'être trop peu conscient pour aborder vraiment un sujet qui recule, tel un horizon, dans lequel nous allons plonger dès maintenant. Bienvenue sur le chemin vers l'incandescence, une série de 7 vidéos qui te propose d'ouvrir large, de voir autrement et de perdre quelques illusions et croyances, et de faire un pas innocent dans l'espace de la vérité. Ces vidéos peuvent être regardées séparément, cela ne pose aucun problème de compréhension, chacune d'elles est une mélodie. Toutefois, lorsque l'ensemble est embrassé, les mélodies s'assemblent pour former une symphonie. Il est temps d'entrer. Prenons une inspiration, laissons notre tête se vider des pensées et tracas du quotidien. Bienvenue à toi sur le chemin vers l'incandescence. On a coutume de penser que le temps est linéaire, et beaucoup de nos contemporains le vivent plus ou moins comme une limite, voire même une prison. Et si cette vision très répandue n'était pas vraie, si elle n'était pas absolument vraie, et si le temps pouvait être regardé, conçu, vécu autrement, et si cela pouvait nous mener vers une vie plus apaisée, remplie de clarté, disponible à plus d'amour, de joie et de présence. Voici un temps pour oser penser en dehors des ornières. Voici un temps pour explorer. Je m'appelle Jean-Luc de Vacter et j'aime à me présenter comme le facteur ordinaire d'un message extraordinaire. Proposer une plus grande profondeur et un plus grand alignement, c'est ce qui fait sens et joie pour moi aujourd'hui. Et j'accompagne les humains, plus spécifiquement ceux qui entreprennent, créent et cherchent à exprimer quelque chose dans le monde. Maintenant que les présentations sont faites, maintenant que le programme est posé, allez c'est parti, on y va. La vision habituelle du temps, c'est le temps linéaire. Le passé est fixe. Ce que je fais au présent a des conséquences sur le futur. Et ceci est l'expérience qui est relativement faite collectivement par une grande partie de l'humanité. Ce qui tend, et je vais prendre le temps là-dessus, ce qui tend à faire croire que c'est vrai. Je vais reboucler là-dessus. Quand l'immense majorité des humains pensent une chose, nous sommes comme invités plus ou moins fortement, plus ou moins inconsciemment à adhérer à cette pensée. Parce que ça coûte moins d'énergie, ça coûte moins de glucose de penser comme tout le monde que de penser différemment. Donc il y a des choses sur lesquelles on est prêt à penser différemment, et puis d'autres choses sur lesquelles on est vraiment prêt à penser comme tout le monde. C'est ainsi que l'esprit d'une époque fait qu'une immense majorité de personnes pensent d'une certaine manière,
et puis il y a un esprit un peu dissident qui se met à penser différemment. On le fustige, on se moque, on le décrédibilise, on l'attaque, et puis à un moment donné, ça forme comme une masse critique, et cette nouvelle façon de voir les choses devient tout à coup la façon de la majorité. Et il devient plus facile pour tous de penser les choses de cette nouvelle manière, la Terre est ronde par exemple, plutôt que de le penser comme ça l'était précédemment. Donc, il y a déjà une chose que je voudrais déposer pour cette série de vidéos, c'est qu'il y a une tendance naturelle chez l'humain à vouloir adhérer à la pensée la plus acceptée comme étant, par le plus d'individus comme étant vraie. Et c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça, et c'est pas la peine de se taper dessus en se disant « Ah zut, je suis pas capable de penser en dehors de la boîte ». Non, non, c'est cool, c'est cool. On est là pour faire ça durant cette série vidéo. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la puissance d'un biais cognitif collectif est extrêmement puissante. Et ça va occulter pour l'immense majorité des êtres d'une époque des pans entiers du réel. Donc l'idée, c'est déjà de commencer à développer une certaine forme de souplesse et de tranquillité, à se dire il est normal que je ne puisse appréhender le réel, il est normal de l'appréhender à travers un certain nombre de grilles de lecture qui me permettent de fonctionner, ce qu'on appelle des heuristiques. C'est normal. Et il est aussi normal de fonctionner comme ça individuellement, mais il est aussi normal de fonctionner comme ça collectivement. Sachant que le collectif est un corps expansé de nous-mêmes. Le collectif auquel nous choisissons d'appartenir est une expansion de nous-mêmes. En réalité, le collectif n'est pas extérieur à nous. Il est dans la continuité de ce que l'on est. Il est juste un petit peu plus éloigné de nous-mêmes, et par conséquent, on va avoir du mal à identifier que c'est encore nous. Alors on pense que c'est séparé de nous, que c'est l'autre, et donc on va essayer d'utiliser des stratégies de manipulation, de machin, de trucs qui fonctionnent évidemment pas ou pendant très très peu de temps. Donc le premier pan à comprendre, c'est que le temps, c'est quelque chose qui est tellement important que collectivement nous avons une sorte de consensus sur le temps. Et que ce consensus nous permet de fonctionner ensemble. Or, notre survie individuelle dépend de la survie du collectif auquel nous appartenons. Sauf si on est survivaliste et qu'on est capable de survivre totalement tout seul dans la forêt. Ce qui est probablement pas votre cas, et pas le mien en tout cas. Donc par conséquent, que nous le sachions ou non, notre survie individuelle dépend de la survie d'un collectif, et donc ce que croit le collectif va avoir énormément d'importance. On ne peut pas penser le temps et essayer de le penser différemment. On ne peut pas faire une autre anatomie du temps si on ne part pas du principe que nous avons intérêt à ne pas remettre cela en question. À plein d'endroits. Et quand je dis « nous avons intérêt à ne pas le remettre en question », ça va aussi vouloir dire « nous avons intérêt à ce que le collectif autour de nous ne le remette pas en question non plus ». Donc remettre le temps en question individuellement, c'est automatiquement se mettre en tension avec un collectif qui ne veut pas le remettre en question. Voilà, juste pour vous dire que c'est pas anodin de se poser cette question, c'est pas anodin cette vidéo n'est pas anodine potentiellement pour certains d'entre vous. Donc l'idée c'est vraiment de prendre toutes les précautions, de prendre soin de nous et de se dire « Hey, si j'y résiste, c'est ok, c'est normal, j'ai le droit, et j'ai aussi le droit d'éteindre la vidéo si à un moment donné ça me perturbe de trop. » D'accord ? Je t'invite vraiment à prendre soin de toi. À toute époque, il y a des esprits un peu aventureux qui vont questionner des choses plus ou moins fondamentales. On peut assez facilement questionner des choses superficielles. La liberté d'expression ou la liberté de penser, c'est exactement cela. C'est un cadre dans lequel on est autorisé à remettre des choses en question. Mais quand on en vient à toucher à des choses assez fondamentales, c'est une autre histoire. Et quand on en vient à toucher
à cette chose aussi fondamentale que l'on nomme le temps, c'est encore autre chose. Mais on y va, c'est la première vidéo de cette série, et on va entrer là-dedans. Je vais te proposer une autre anatomie du temps. Alors personnellement, le temps, moi, je m'y suis intéressé depuis toujours. Je ne sais pas pourquoi, cette thématique me met en feu systématiquement. Je ne suis pas un professeur, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas celui qui va démontrer, étayer, construire une théorie sur 600 pages et qui va pouvoir discuter avec les esprits les plus brillants de mon époque qui croient au temps linéaire et qui va pouvoir les faire douter. Je ne suis pas celui-là. Je suis plutôt une sorte d'intuitif, d'expérimentateur qui fait état de son cheminement. Moi, ce que je souhaite à travers ces vidéos, c'est poser des questions pour que des esprits plus brillants que moi, interpellés, les emmènent un peu plus loin, et puis encore un peu plus loin, et puis encore un peu plus loin, et pourquoi pas à des endroits qui feront basculer à un moment donné l'état de conscience de l'humain dans un autre état de conscience. Je suis le facteur ordinaire d'un message extraordinaire. Rien de plus. C'est comme ça vraiment que j'aime à me présenter, me définir. Juste pour modérer les attentes avec toi et aussi te permettre non pas de réfuter ce que je dis parce que c'est pas suffisamment étayé, mais d'écouter la question, de voir si elle t'interpelle, elle te questionne et de l'emporter et de la réfuter toi-même ou de la confirmer toi-même. C'est ma proposition dans ce témoin que je te passe à travers ces vidéos. Alors qu'est-ce qui me fait te parler aujourd'hui du temps? C'est pas parce que j'ai lu un certain nombre de livres de personnes plus ou moins connues qui parlent du temps, du tout. Le temps, chez moi, c'est... Depuis que je suis tout petit, c'est un truc qui fait que je dévore tous les films dès l'instant où ils parlent du voyage dans le temps, où ils abordent cette thématique du temps, je les dévore. Parce que la science-fiction, quand on l'étudie un petit peu, qu'on regarde un petit peu qui écrit de la science-fiction, on est parfois étonné du niveau académique des plus grands écrivains de science-fiction, et on se dit peut-être qu'en fait, tout ce qu'ils n'ont pas pu dire en milieu académique, ils l'ont déguisé dans un roman, et on peut voir des choses vraiment très très étonnantes, et j'y ai rencontré des esprits assez brillants. Mais c'est pas le sujet. Le temps pour moi devient l'évidence que c'est pas ce qu'on m'a dit qu'il était, lors d'une retraite particulière de 5 jours, où je suis en Crète avec un couple d'enseignants spirituels. Et ils avaient ce doublé particulier. Elle était très puissante sur le fait d'ouvrir un espace et permettre que dans cet espace, les personnes accèdent à un peu plus de leur profondeur, de leur vérité, à ce que le mental soit automatiquement un peu plus calme, un peu plus apaisé pour que la vision soit plus claire. Et lui était capable de débiter un flot de paroles colossal à l'intérieur desquels il y avait les mots et puis ce qui n'était pas dit. Et puis, bref, c'était comme un flux très puissant. Et la jonction des deux, au fil des jours, m'amène lentement dans une lente plongée, jour après jour, dans plus de proximité de ce qui est quand on enlève tout ce qui n'est pas, toutes les distractions, toutes les pensées parasites, toutes les émotions parasites, et que petit à petit sont quittées toutes ces choses périphériques pour entrer dans plus de présence à soi avec un grand S, d'intimité avec ce qui est, avec tout ce que ça comporte de mystère, petit à petit, jour après jour, parce que s'enlève le bruit, vient s'installer une forme de silence qui est une disponibilité à l'émergence d'une évidence. Et je me souviens de tendre l'oreille avec l'intention d'entendre ce que je n'entends pas, de dévoiler ce que je ne vois pas. Donc je suis dans une tension intérieure extrêmement intense. Je veux entendre l'inaudible. Je veux être pris par quelque chose d'incompréhensible. Tout mon être tend vers cela. Et
automatiquement apparaissent, je vais dire comme ça parce que c'est vraiment comme une apparition, des fils de pensée très différents de ceux qui sont habituels, des ressentis incompréhensibles et quelque chose de très très différent de ce qui a l'habitude de se penser dans l'espace que je suis. Et je touche deux incompréhensions que je sens être vraies. Je ne sais pas d'où je sens que c'est vrai, mais tout en moi dit c'est vrai. Je ne peux pas me l'expliquer et je ne peux pas le réfuter, c'est une évidence. Mais ce n'est pas une compréhension, ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà entendu, c'est quelque chose de neuf, de nouveau, qui me met en échec dans l'instant et qui aujourd'hui encore continue de me questionner. C'est ça que je voudrais te partager. C'est quelque chose qui est apparu dans le creuset de mon être, dont j'ai senti la teneur et le potentiel de vérité, et que je souhaite déposer à tes pieds. La première, c'est le temps est une substance, pas une distance. Le temps est une substance, pas une distance. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, je sens qu'il y a quelque chose là-dedans de profondément vrai, de profondément vivant. Le temps est une substance, pas une distance. En tout cas, ce que cette phrase m'a permis d'ouvrir comme champ de possibilités, c'est déjà de me dire, au lieu de penser qu'il y a des choses qui sont loin de toi, pense que le temps est une substance, c'est avec le temps que tu façonnes quelque chose. Et donc tu n'es pas dans le stress de te dire « est-ce que je vais arriver à réaliser cela ?» ou « est-ce que je vais aboutir ce projet ?» Tu es dans la présence à cette substance temps que tu façonnes jour après jour et qui va faire naître quelque chose, qui va faire naître une relation, qui va faire naître une entreprise, qui va faire naître ta vision. Si le temps est une substance, alors il cesse d'être un potentiel ennemi ou une potentielle distance. Si le temps est une substance, le passé peut être refaçonné, le futur peut être façonné. Alors, le temps n'est plus comme une sorte de prison, mais redevient cette pâte à modeler. Je souris parce que en ce moment, avec ma plus jeune fille, on passe pas mal de temps à faire de la pâte à modeler, parce qu'elle aime bien jouer avec moi, et moi j'apprends à jouer, à accepter de jouer avec elle quand c'est chouette pour moi aussi. Et il y a des jeux que j'aime pas jouer avec elle, et il y a des jeux que j'aime bien jouer avec elle. Alors je lui propose un jeu où j'aime bien jouer avec elle, et la pâte à modeler, chaque fois que je l'ai dans les mains, je me dis mais bah voilà, la vie c'est ça, la vie c'est une boule de pâte à modeler, c'est jamais terminé, c'est jamais fini, tu peux toujours ajuster, tu peux toujours la transformer. Et le temps est une substance, pas une distance, ça recrée comme une joie, comme quelque chose où on n'est plus emprisonné dedans. Et je sais pas si c'est vrai, mais cette croyance-là génère quelque chose chez moi qui est beaucoup plus apaisé et plus joyeux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que finalement ce que je veux c'est la vérité? Ou est-ce que déjà être équilibré, apaisé, heureux, c'est déjà pas si mal? Alors c'est une première approche du temps que j'avais envie de te partager. Il y en a une autre qui est, me semble-t-il, de l'étage supérieur, où émerge en moi cette évidence que tout se passe en même temps et rien ne se touche. C'est la phrase que je ramène pour essayer d'exprimer une espèce de sensation extrêmement rapide d'un scintillement. Je vois que tout se passe en même temps, tout est constamment créé, recréé, créé, recréé, créé, recréé. Et en même temps, c'est comme si
il n'y avait pas de causalité, qu'il n'y avait pas quelque chose de fixe qui produit autre chose de fixe, qui produit autre chose de fixe. Comme si le temps n'était pas quelque chose de fini, mais quelque chose de constamment recréé. C'est l'espèce de perception que j'ai, et là aussi je me dis waouh, ça ouvre des perspectives vraiment vastes, d'une autre manière de regarder la vie, d'une autre manière d'aborder les choses. C'est cette expérience-là qui m'a plus tard amené à créer certains outils dont je te parlerai un peu plus tard et qui sont des outils qui permettent de traverser des brèches pour sortir de quelque chose qui est fixe, dans lequel on est emprisonné, pour retrouver la spontanéité vivante de la vie qui est constamment en train d'être reformulée. Rien n'est terminé. Et pourtant, tout est accompli. Mais rien n'est terminé dans ce que nous appelons la forme. Tout se passe en même temps. Tout. Il n'y a pas de vie antérieure et postérieure. Tout se passe en même temps. Tout le temps. À cet instant, les dinosaures. À cet instant, Jules César. À cet instant, Jésus-Christ. À cet instant. Tout en même temps. Ce qui veut dire quoi? Enfin, moi, ça m'a vraiment fait du bien. Parce que quand j'avais 9-10 ans, je me souviens que je m'endormais le soir, parfois envahi d'un profond sentiment de tristesse, de me dire « Je suis pas né à la bonne époque. Je pourrais pas m'asseoir à la table de ce Jésus. Je pourrais pas parler avec lui. Je pourrais pas le rencontrer. » Et j'étais triste de ça. Et je comprenais pas pourquoi j'étais né à cette époque-là, alors que visiblement la bonne époque, c'était 2000 ans avant. Eh bien, la réponse à cette tristesse d'enfant, un peu naïve, mais tellement sincère, elle m'est venue un peu plus tard. Il est là. Si je ne doute pas, je suis à sa table. Instantanément. Comme n'importe lequel de ses disciples à l'époque. Parce que tout se passe en même temps. Il n'est pas à distance. Cet événement-là n'est pas à distance. Il est donc disponible pour moi comme pour n'importe qui. Et rien ne se touche. Rien ne se touche, c'est génial. Rien ne se touche, ça veut dire, s'il n'y a pas de cause et conséquence, il n'y a pas non plus de karma. Il n'y a pas non plus de culpabilité. Il n'y a pas non plus de tout ça. Et ça peut nous amener un niveau de liberté et de responsabilité. Parce que si rien ne se touche, cet instant-ci, il est unique. Ce que je vais déposer dans cet instant-ci, c'est unique. Donc, ça peut aussi nous ramener à ce niveau de présence qui fait « Oh, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Je vais donner tout ce que j'ai. Je vais être dans toute ma sincérité. Je vais mettre le maximum de moi-même dans le fait de cuisiner ce bon plat pour l'inviter, le fait de façonner cette œuvre d'art le fait de poser des mots dans cette conversation avec cette personne. Parce que je ne suis plus en train de me dire « je vais essayer de faire des bonnes choses maintenant pour récolter des bonnes choses plus tard » et dans une espèce de calcul, je suis dans l'instant, dans la possibilité d'appeler du plus profond de mon être l'absolu pour qu'il vienne poser un absolu. Et là, on touche au sublime. Et là, on touche à ce qui réjouit réellement, profondément, l'être que nous sommes en réalité. Et c'est vachement plus chouette de vivre comme ça que de se faire chier dans toutes sortes de prisons mentales, émotionnelles, énergétiques, culturelles, etc., etc. Tout se passe en même temps et rien ne se touche. Un autre truc génial, c'est que ce que je fais aujourd'hui peut donc changer le passé et le futur. Puisque, je vais le dire comme ça,
tout se passe en même temps. Mais tout peut être recréé différemment. Je le pose comme ça, je sais que c'est un peu iconoclaste. Je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup plus. Mais nous devons distinguer ce que nous appelons le passé de la mémoire. Nous vivons avec des mémoires. Nous ne vivons pas avec le passé, nous vivons avec des mémoires. Quelle est la réalité de ces mémoires? Sauf le fait qu'elles deviennent réelles parce que je les alimente. Quelle est la réalité des mémoires, ce que nous appelons le passé? Si je ne les nourris plus, où sont-elles réellement? Et si je ne les nourris plus individuellement, et que je sors de l'hypnose collective qui les nourrit collectivement, quel degré de liberté je peux prétendre avoir? Et avec ce degré de liberté, qu'est-ce qui pourrait donc venir encore m'emmerder? Qu'est-ce qui pourrait donc exister d'autre qu'une joie continue, sans cause, une paix éternelle, une présence spontanée? Donc rien n'est irrémédiable, youpi, on peut donc dédramatiser. Nous avons un problème avec des mémoires, nous n'avons pas un problème avec le passé. Par conséquent, rien n'est irrémédiable. Rien. Quelles que soient les choses que nous avons fait ou pas fait dans le passé, la seule raison pour laquelle ça vient perturber notre expérience, c'est juste parce que ce sont des mémoires. Pas parce que c'est le passé. Donc si rien n'est fixe, mais qu'il y a juste des mémoires et que les mémoires, on peut jouer avec, on peut les modifier, on peut les transmuter, on peut les sublimer, youpi! Nous ne sommes plus jamais ni condamnables ni damnables par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Nous ne sommes plus jamais emprisonnés dans quoi que ce soit. Nous sommes donc fondamentalement la vie spontanée et libre et en capacité du coup de commencer à jouer, à façonner. Non pas dans l'enfant immature, mais dans l'adulte innocent. Et cette innocence-là, elle est tellement... Je ne vois pas, à cet instant où je vous en parle, je ne vois pas les limites de ce qui peut être possible pour certains degrés d'innocence. Je ne vois aucune limite. C'est ouf. Et bien sûr, après, entendre ceci et vivre pleinement ceci sont deux choses différentes. Mais pour le vivre, il faut d'abord l'entendre. Et ensuite, se dire oui et plonger dedans. Et plonger comme on le peut dans cette eau qui nous renouvelle, qui nous propose de faire apparaître une évidence inconnue, quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qui nous change, quelque chose qui fait que la vie ne sera plus jamais pareille. Et après, on n'a pas le choix. Ce qu'on a vu, on ne peut pas le dévoir. Donc après, c'est ok, mais ça dit quoi de ma vie actuelle? Est-ce que je peux continuer à vivre de la même manière? Est-ce que je peux continuer à être en relation de la même manière? Est-ce que je peux continuer à nourrir les mêmes choses? Hey, chacun verra pour lui-même. Moi, ce que je vous apporte, c'est le neuf, c'est l'opportunité du neuf, et ensuite le neuf, c'est quelque chose auquel on peut consentir et qui va envahir tous les espaces de nos vies pour les renouveler. Renouveler, c'est pas maintenir les choses telles qu'elles sont. Donc, rien n'est irrémédiable. On peut donc dédramatiser, on peut se tranquilliser soi-même, mais au niveau collectif aussi. Ce n'est pas si grave que les Indiens d'Amérique aient été massacrés par les conquistadors. Ce n'est pas si grave.
Ce n'est pas un drame définitif. Il n'y a rien qui ne puisse être réparé. C'est pas pour autant qu'on n'est pas sensible à certaines choses. On a tous nos sensibilités personnelles, mais peut-être aussi, ben oui, la cause des Indiens, ça nous touche. La cause des animaux, ça nous touche. La souffrance de ça, ou de ça, ou de ça, ça nous touche. On en parlera dans cette série de la souffrance. Mais l'idée, c'est de ne pas perdre de vue que ce n'est pas un drame définitif. Tout ça est réparable. Nous avons donc des capacités d'équilibrer notre expérience de conscience et probablement que ça n'a pas de limite, ce que nous pourrions faire pour équilibrer notre expérience de conscience. Soyons bien clairs, nous ne faisons qu'une expérience, un ensemble de perceptions. That's it. Pas plus, pas moins. Donc on ne peut pas attester de l'existence de quoi que ce soit en dehors d'une expérience, d'une perception qui se fait depuis un percevant. C'est tout. Nous ne pouvons pas dire que quoi que ce soit est réel, puisque de toute façon, la seule chose que nous faisons, c'est l'expérience d'une perception. C'est tout ce que nous avons comme interface avec ce qui est nommé le réel, dont nous ne pouvons avoir qu'une idée finalement que théorique, puisque nous vivons une expérience, on pourrait dire ça comme ça. Donc, il est possible de rééquilibrer cette expérience. Il n'est pas nécessaire de se maltraiter, d'aucune manière. Et j'espère que cette série de vidéos contribuera pour vous, pour toi, à diminuer la maltraitance et la souffrance pour pouvoir laisser des espaces libres à autre chose qui ne manquera pas de jaillir spontanément sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit pour ça, parce que quand l'espace est vide, ça se remplit de vérité. Quand on vide le mensonge, la vérité peut venir. Sinon, elle attend. Parce que la vérité, l'amour, la paix, ça ne s'impose pas. C'est là. C'est juste là. Ou bien on lui fait de la place, et c'est là, dans l'expérience, ou bien pour tout un tas de raisons, on le maintient à distance, et c'est pas là. Donc quand on vide notre espace d'une part de mensonge, d'une part d'ignorance, d'une part d'illusion, automatiquement ça vient se remplir d'une part de connaissance, d'une part de vérité, et d'une part d'amour. Tout bêtement. On pourrait se demander, ok, concrètement, comment on peut faire ça? Concrètement, tout tient dans une phrase simple, qui est ce qui est au point de départ sera à l'arrivée, ce qui n'y est pas n'a aucune chance d'arriver. Ce n'est jamais en se battant dans notre extériorité, c'est-à-dire dans nos émotions, parce que oui, c'est extérieur à nous les émotions, dans nos pensées, parce que oui, c'est extérieur à nous les pensées. Ce n'est pas en se battant dans nos relations, ce n'est pas en se battant dans le monde, ce n'est pas en se battant dans la politique, dans la socioculture, ce n'est pas là que l'on change quoi que ce soit. On peut se battre autant qu'on veut, quand on a planté des graines de plantes de tomates, on n'aura pas des haricots, quoi qu'on fasse. On peut mettre de l'engrais, arroser, on n'en fera pas des haricots. Donc ce qui est au point de départ sera inévitablement à l'arrivée. Ce qui n'y est pas n'a aucune chance d'arriver. Donc tout l'enjeu, c'est quoi? C'est de revenir au point de départ et de changer le point de départ. Et comprendre ça, c'est cesser d'œuvrer dans des endroits qui sont en réalité non réparateurs, parce qu'il n'y aura pas la paix. Si la paix n'est pas au point de départ de qui je suis, elle ne sera jamais dans les pensées, les émotions, le corps physique, jamais dans les relations et jamais dans le collectif. Jamais. S'il y a le doute sur la possibilité d'une paix éternelle, il y aura l'expérience du doute de la possibilité d'une paix éternelle, ce ne sera juste pas expérimenté, pas vécu, et ça ne débordera pas. Même chose pour l'amour, même chose pour la joie, même chose pour toute chose. Donc, c'est vraiment important de comprendre que
tout le sens, quand on a compris que tout l'extérieur est une impasse. Je vous renvoie au mythe de la caverne de Platon, hein, si vous voulez, voilà, si vous voulez des références. Penchez-vous sur la pensée de Platon, sur le mythe de la caverne, vous allez tout de suite comprendre que c'est de ça dont je parle. Toute cette extériorité, c'est de l'ombre. Si on se retourne vers la lumière, on peut changer les choses qui se projettent et on peut du coup faire une autre expérience de vie. On peut modifier ça, absolument. Le nombre de fois où je l'ai fait et où j'en ai eu les preuves. Les personnes que j'ai accompagnées depuis maintenant plusieurs années qui peuvent en témoigner. Quand on bouge les choses à cet endroit-là, tout à coup, la personne qu'on a en face de soi se met à avoir d'autres comportements. What? Ou tout à coup, apparaît dans notre monde une personne nouvelle qui porte et qui apporte quelque chose qu'on attendait depuis toujours, mais qu'on se refusait sans le savoir. Ou tout à coup, on reçoit une somme d'argent, on vend sa maison, on ceci, on cela. C'est évident que ça change des choses dans l'expérience. Quand on a compris ça, on peut se dire, ok, comment je fais concrètement? De quel outil je peux me servir pour ça? Et en réalité, il n'y a pas vraiment d'outil. Mais, comment je peux vous dire ça? Ce qui est le principe actif n'est pas un outil. Mais l'emballage peut être nécessaire suivant les niveaux de maturité de chacun. Il y a des niveaux de maturité où il y a des humains qui ont vraiment besoin aujourd'hui d'entendre qu'ils peuvent reprendre la responsabilité et l'autorité sur eux-mêmes. Qu'ils peuvent poser des choix qui vont pas être négociés par leur psyché, leurs relations, etc. mais qui vont pouvoir poser quelque chose qui va être un nouveau socle, qui va être une nouvelle loi dans leur univers, qui va autoriser des choses et interdire des choses. Ils ont besoin d'entendre qu'ils ont ce pouvoir en eux et ils ont besoin de cheminer avec ça. Et pour rendre ça possible, eh bien, j'ai créé une sorte d'outil, un protocole de coaching, on pourrait dire ça comme ça. 21 étapes qui permettent de transformer, de cheminer à l'intérieur de soi pour poser un choix qui va être suffisamment profond, suffisamment puissant pour devenir non négociable. Parce que pour que ce soit un choix, et pas juste un fantasme, un espoir, un rêve, il va falloir qu'un certain nombre de phénomènes internes se déclenchent en nous. 7. J'en ai recensé 7. Je suis sûr que d'autres pourraient en trouver 4553. Mais déjà les 7, c'est pas si mal. Ça permet d'avoir une petite idée de la mécanique d'un choix. Cette mécanique du choix, elle peut être facilitée. On peut augmenter drastiquement les chances que se produise en nous un choix non négociable qui va avoir une répercussion sur toute notre vie. Soyons bien clairs, choisir est un art. C'est pas une science, c'est pas un interrupteur, c'est un art. Et comme tout art, il y a une partie de théorie, une partie de pratique, et puis surtout, plus on en fait, meilleur on devient. Quand on commence à jouer du piano, on n'est pas Mozart. D'accord, ça prend un peu de temps. Mais on sait que si on répète, à un moment donné, les gens ne comprennent plus la musique qu'on est en train de jouer. Parce qu'au lieu de jouer frère Jacques, ce qu'à peu près tout le monde est capable de faire si on lui montre, bah tout à coup ça devient Rachmaninoff, on comprend plus les notes, on est juste emporté et on ne sait pas d'où ça vient. Et on n'arrive plus à comprendre ce que la personne fait. Mais cette personne a commencé par frère Jacques, et elle a répété frère Jacques, et elle a complexifié, et encore, il est devenu maître en piano. Eh bien on peut devenir maître dans l'art du choix. Maître dans l'art de bouger les lignes de sa vie pour embellir sa vie, pour équilibrer sa vie, et puis devenir équilibrant et embellissant pour ceux qui nous entourent. Ça, c'est une première chose que certains êtres humains ont besoin d'appréhender, sur lequel ils ont besoin de cheminer. La plupart des êtres humains, aujourd'hui, auraient intérêt à entendre ça et à cheminer vers ça, pour reprendre un peu plus d'autorité sur eux-mêmes. C'est un premier outil qui va dans le sens de équilibrer notre expérience. Ensuite, il y a un deuxième outil que j'ai été dans l'obligation de façonner parce que le premier me montrait ses limites.
Parce que je me disais, ok, je vois qu'il y en a qui posent des choix non négociables et c'est comme ça. Et je vois d'autres qui pratiquent le protocole call et c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'en général, quand ça se passe pas, c'est qu'il y a des résistances, c'est qu'on a peur de quelque chose. Et quand on a peur de quelque chose, eh bien cette peur-là, elle induit certaines possibilités, certaines impossibilités, y compris, si la peur est plus forte, je vais entendre parler du protocole call et je vais me tromper dans les étapes. Pas les faire dans l'ordre. Ou je vais le faire, mais je vais le faire sans être vraiment impliqué. Parce qu'en fait, tout ça est en réalité corrélé sur une peur. J'ai peur de quelque chose, cette peur est active, il ne se passera rien. Du coup, je me suis dit, ok, pour certains choix, dans certains cas, il est bon d'avoir un outil qui permette, quand on voit qu'on a peur de quelque chose, de pouvoir le switcher, de pouvoir passer de l'autre côté. Et pour te raconter la petite anecdote, en fait, à un moment donné, je suis dans une situation de ma vie où je traverse la peur de faire faillite. Les affaires vont moins bien, mon entreprise va moins bien, et je me dis, je vois que j'ai la trouille de faire faillite, j'ai peur de faire faillite, j'ai peur de faire faillite, j'ai peur de faire faillite. Et un matin, je me réveille et je fais, mais Jean-Luc, t'as peur de quoi? T'as pas peur de faire faillite? T'as peur de quoi? Et le fait de poser cette question-là, je me suis rendu compte que ça m'a amené à découvrir que j'avais peur d'être impuissant. Que cette image d'avoir peur de faire faillite, c'est parce que j'avais peur d'être impuissant. Plus exactement, j'avais peur de me rendre compte que j'étais impuissant. Et là, directement derrière, est venu spontanément le « Attends. Si tu as peur d'être impuissant, ça veut dire que tu doutes de quelque chose là. Parce que si tu étais certain, tu n'aurais pas peur. Si tu étais certain d'être capable, d'être puissant, bah, tu n'aurais pas peur. Tu t'imaginerais même pas faire faillite. Tu te dirais « Ça va aller. Je me sens bien, je me sens en puissance, je sais que je vais trouver des solutions. » Donc, ça veut dire que tu as un doute à un endroit. Tu doutes d'être puissant, à hauteur de ce que tu as peur d'être impuissant. Et là est venue une phrase que je te livre, extrêmement étonnante pour moi, mais qui contient un grand secret. Il est impossible de douter de quelque chose que l'on ne connaît pas. Il est impossible de douter de quelque chose que l'on ne connaît pas. Waouh! Et de ça est né un processus qui s'appelle l'introspection dynamique, qui permet, lorsque l'on s'aperçoit qu'on a peur de quelque chose, peur que quelque chose arrive ou peur que quelque chose n'arrive pas, les deux peuvent marcher, eh bien on peut revenir à l'origine et changer cette peur en confiance, ce doute en certitude. Et au lieu de faire l'expérience de « je doute de ma puissance, donc j'ai peur d'être impuissant, donc j'ai peur de faire faillite », eh bien j'installe une connaissance de ma réelle puissance qui m'amène à ne plus avoir peur d'être impuissant et qui fait que se dissout devant moi la peur de la faillite. Et quand on n'a pas peur de faire faillite, en général, on prend des meilleures décisions entrepreneuriales. Plus sereines, plus équilibrées, plus claires. Et c'est tout l'intérêt de cet outil. Ça marche pour le couple, ça marche pour la relation avec les enfants, ça marche pour toutes les choses de la vie, parce que dès qu'on a peur de quelque chose, on est en train, en réalité, de douter de quelque chose. Et on fait l'expérience de ce doute, au lieu de faire l'expérience de la connaissance. Et c'est plus doux de faire l'expérience de la connaissance de sa puissance que de faire l'expérience du doute de sa puissance. Donc ça, c'est l'introspection dynamique, qui est un autre outil, un autre espace qui va permettre d'une autre manière d'aller équilibrer certaines choses. Et puis vient le troisième élément. Le troisième élément, c'est l'élément que j'ai appelé la pratique de l'intime, dont je ne parlerai pas dans cette vidéo parce que c'est quelque chose que je transmets en présence, parce que c'est pas juste des mots, c'est pas juste la forme de la pratique, c'est aussi est-ce qu'elle se donne en amitié, est-ce qu'elle se donne les yeux dans les yeux, est-ce qu'elle se donne dans un contexte où je sais que je vais pouvoir accompagner la personne dans cette pratique-là.
qui, elle, permet d'aller encore un pas plus loin dans la connaissance profonde de qui on est et l'alignement profond en fonction de ce que l'on dévoile, de ce qui se dévoile et de ce qui se présente à nous. Tout ça, là, ces 3 outils et surtout ce cheminement, c'est le chemin vers l'incandescence, le chemin vers la combustion de l'ignorance, de nos croyances, de nos attachements, pour que ça produise de la lumière, comme une étoile filante, qui est de la roche qui meurt et de la lumière qui naît dans le ciel. Tout ça est aujourd'hui comme une proposition qui se dépose dans un écrin, qui est une association qui s'appelle l'association Incandescence, dont je t'invite à aller voir les détails en description de cette vidéo. Tu pourras découvrir sa proposition et voir si certaines de ses propositions te rejoignent aujourd'hui dans ce que tu veux et de comment tu le veux. Je terminerai cette vidéo par juste récapituler 3 points. Allez, 3 points que je t'invite à garder précieusement et à cheminer et à faire cheminer avec toi et en toi. La première chose, c'est que rien n'est irrémédiable. Rien n'est définitivement dramatique. Ni dans ton histoire personnelle, ni dans notre histoire collective. Tout simplement parce que tout peut être réparé, parce qu'il n'y a pas de passé, il n'y a que des mémoires. Et que des mémoires, ce n'est pas fixe. C'est dense, ça peut même être très dense, mais ça n'est pas immuable. La deuxième chose, c'est que, comme tout se passe en même temps, tu n'es pas à distance de quoi que ce soit du fait du temps. Tu n'es pas à distance de ni d'un souvenir, ni d'une personne. Un de mes maîtres spirituels disait « Penser à quelqu'un, c'est le toucher ». Et c'est vrai. Quand on pense à quelqu'un, on le touche, en réalité. Avec plus ou moins d'intensité de profondeur, suivant notre déploiement dans ces éléments-là, mais on comprend bien que ce qu'on appelle des mages ou des sorciers sont des personnes qui densifient une pensée. On peut accueillir et se servir de ça pour équilibrer sa vie. Et pour se dire, même si quelqu'un m'en veut à distance, et que je n'ai aucun moyen de rentrer en contact avec elle, si je le goûte à l'intérieur de moi, il n'est pas à distance, il est là. Ça ne s'est pas passé il y a 10 ans ou 15 ans, c'est disponible là. Parce que ça se passe en même temps. Et si je modifie ça, eh bien ce qui se passe en même temps est différent. Et de toute façon, dès l'instant où c'est absolument différent pour toi, c'est absolument différent pour l'intégralité de l'expérience que tu fais. Or, tu n'as aucun autre contact avec le réel que ça. Tu ne peux pas attester qu'il existe autre chose que ça. Donc si ça change absolument pour toi, ça change absolument. Et si ça change absolument, youpi. Et dernier point, nous avons une capacité d'équilibrer nos vies qui est sans limite. Quel que soit le passé, quel que soit le futur, tout cela est ici, maintenant, à ta disposition. Donc, à toi de jouer, de façonner ce que tu as le goût de façonner, de sublimer ce que tu as le goût de sublimer, pour faire de ton expérience une merveille, et qui sait, peut-être qu'elle débordera sur ta périphérie, tes relations dans un premier temps, et ultimement sur le monde. C'est tout le bien que je te souhaite,
Comme je te l'ai dit, si tu veux plus d'informations sur l'association, ce qu'elle propose, eh bien, je t'invite à regarder dans le descriptif de cette vidéo ou à me contacter, à nous contacter bien évidemment. Et quant à moi, eh bien, je serai très heureux de partager avec toi la prochaine vidéo, Ingénierie d'une paix éternelle. On va distiller 7 étapes qui te permettront d'entrer, si tu le souhaites, dans une paix éternelle, une paix très profonde. C'est ce que nous allons aborder lors de la prochaine vidéo. Merci de ton attention. Je te retrouve très bientôt.